Bien, je vois que la plupart des stagiaires sont déjà revenus, les autres ne vont pas tarder. Donc, compte tenu du timing serré de notre stage, on va entamer cette dernière après-midi. Ouais, je sais, le temps passe vite, hein. Dernière après-midi autour des questions d'évaluation, que nous allons commencer avec Xavier Ponce. Xavier Ponce est professeur de sciences de l'éducation et de la formation à l'Université Lyon 1. Ses travaux de sociologie portent notamment sur l'action publique, la transformation de l'État et les modes de gouvernance en matière éducative. Autant dire que nous sommes au cœur du sujet. Donc, Xavier Ponce, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de me donner l'opportunité d'intervenir devant vous cet après-midi. Et vraiment toutes mes excuses de ne pouvoir être présent physiquement à ce colloque national en cette semaine. Étant dans l'Académie de Lyon, je ne pouvais pas faire mieux que d'être en visio. Je vous propose en effet de parler d'évaluation, ça c'est évident, cet après-midi, mais sous un angle plus politique à travers une intervention que j'ai proposé d'appeler Évaluation et politique du puzzle, réflexion sociologique sur la réforme de l'enseignement primaire français actuel, sous-entendu. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être quelques mots de présentation du point de vue qui est le mien et donc d'où je parle sur ce type de sujet. Donc moi, je suis sociologue, enfin, je suis professeur de sciences de l'éducation et dans le champ des sciences de l'éducation, je fais de la sociologie, notamment des politiques d'éducation et de l'action publique en matière d'éducation. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment tous les acteurs, pas seulement les responsables politiques, à tous les niveaux du système scolaire, se coordonnent pour produire ces politiques d'éducation. Donc cet après-midi, je vais parler à partir d'une expérience de recherche de presque 20 ans maintenant sur ces questions d'évaluation, euh, à travers plusieurs expériences qui s'est développées à travers plusieurs projets de recherche que vous avez là sous les yeux sous la forme d'un tableau. Et le dernier en date a commencé en 2023, puisque là, on est en train d'étudier avec plusieurs collègues français, par exemple Hélène Buisson-Fenet, Thierry Bouchetal et d'autres, les effets de la transformation actuelle de la régulation et de la gouvernance des écoles primaires sur les cadres intermédiaires, notamment les IEN, mais aussi, notamment du fait des décrets d'application de la loi RIAC, de plus en plus les directions d'école. Donc là, on a comparé, on a fait une enquête exploratoire dans l'Académie de Marseille et dans l'Académie de Lyon, et c'est un projet qui est en cours et qui est destiné à être développé. Alors, ce point de vue, autant le dire d'emblée, m'amène à adopter un point de vue de chercheur critique, mais ne m'amène en aucun cas à me positionner comme un expert ou un évaluateur de ces politiques d'éducation, ou même un expert des questions d'évaluation. Si vous me demandiez là maintenant comment évaluer efficacement les élèves, comment concevoir un protocole d'évaluation standardisé, etc., je ne serais pas dans mon domaine d'expertise du tout. Et ce point de vue m'amène autant que possible à ne pas être dans la normativité. Je veux dire par là que je ne suis pas là pour dire précisément comment les politiques d'éducation doivent être menées. Mon rôle est d'analyser de manière critique comment elles sont mises en œuvre, en espérant que ces analyses-là pourront ensuite aider à améliorer le processus d'action publique. Mais je ne suis pas là en conseiller ou pour faire de la préconisation de politique publique. Alors, je voulais simplement passer deux messages cet après-midi. Je vais essayer de m'en tenir en espérant qu'on aura le temps d'avoir quelques questions et réponses ensuite. Le premier message, c'est que les développements récents des outils d'évaluation en France, qui sont pas forcément nouveaux, hein, des évaluations standardisées des acquis des élèves, par exemple, on en a la première, elle date de 1980 au niveau national en France. Des évaluations d'école, comme celle menée par le Conseil d'évaluation de l'école, c'est pas complètement nouveau non plus. Ça s'est beaucoup plus développé par le passé dans l'enseignement secondaire, mais on a quand même eu des expériences dans le primaire aussi, d'une académie à l'autre. Mais ce qui caractérise, je pense, les développements récents, alors je vais dire depuis 2017, hein, depuis le quinquennat de Jean-Michel Blanquer, et puis la reprise très forte de ce dossier-là par l'Élysée ensuite, c'est que ces évaluations, elles se déploient selon une stratégie politique particulière,
qui pose quand même des questions démocratiques très fortes et que j'ai appelé la politique du puzzle. Donc le premier temps de mon intervention, ça va être un peu de préciser cette stratégie de gouvernement, cette politique du puzzle. Et dans un deuxième temps, ça va être d'essayer d'anticiper un peu sur les effets de cette politique tels qui sont déjà un peu mis en évidence dans la littérature. Alors, tout en espérant que vous m'entendez bien, parce que là je vois la salle, mais je sais pas, je vois pas les visages, donc je sais pas s'il y a des problèmes de réception, hein. Je laisse les animateurs me dire si c'est le cas. Euh, cette stratégie, cette politique du puzzle, en fait, elle repose sur une stratégie de gouvernement assez simple, je crois, mais redoutablement efficace, potentiellement efficace. C'est une stratégie qui consiste à avancer par petites touches successives, par petits pas progressifs, sur des dossiers assez techniques euh, qu'on ne lie pas les uns aux autres dans la communication politique. On ne les présente pas forcément comme liés les uns aux autres, mais qui, une fois assemblés, dessinent un tout autre paysage institutionnel de la régulation de l'enseignement primaire en France. Et c'est là que la métaphore du puzzle, je crois, est intéressante. Quand vous prenez la pièce du puzzle séparément, c'est pas évident de comprendre son positionnement dans le schéma d'ensemble. C'est seulement quand vous avez rassemblé toutes les pièces du puzzle, ou en tout cas un nombre significatif d'entre elles, que le paysage institutionnel nouveau qui se dessine se donne à voir et que vous pouvez à peu près comprendre où vous allez. Et c'est une stratégie de gouvernement, donc incrémentale, par petits pas, multidirectionnelle, parce qu'il y a plein de dossiers différents qui sont ouverts. Et c'est une stratégie de gouvernement qui est très difficile à contrer, parce qu'à chaque fois que le gouvernement fait un petit pas et que vous lui reprochez la stratégie d'ensemble que vous soupçonnez voir derrière ce petit pas, il a beau jeu de vous répondre que vous fabulez et que c'est pas du tout ce qui est prévu dans les textes, c'est pas du tout ce qui est prévu dans la dernière communication du ministre, c'est pas ce que prévoient les dernières dispositions mises en œuvre dans les académies. Donc c'est très très difficile à contrer. On vous accuse très vite d'être dans l'idéologie et on vous oppose un argument massu aujourd'hui qui devient une idéologie en soi presque, le pragmatisme. Alors, si on essaye de comprendre un peu quelles sont les pièces du puzzle, elles sont explicitées à droite de cette première diapositive. Je les énonce pas, je ne vais pas toutes les développer, et je ne les énonce pas forcément dans un ordre chronologique strict, puisque par exemple, la deuxième pièce, le statut des directeurs d'école, c'est quand même un très très vieux sujet qui a été longuement débattu. Alors, quelles sont ces pièces? La première que je vais mettre en avant, et c'est pas pour rien si en 2023 nous avons commencé notre enquête exploratoire dans l'Académie d'Aix-Marseille, c'est bien évidemment, s'il y a des personnes de cette académie dans la salle, ce qui s'est développé à partir de la rentrée 2021 dans le cadre du plan Marseille en grand et ce qui a été appelé ensuite les écoles du futur. Alors, je ne sais pas s'il est nécessaire de revenir complètement sur ce dossier, mais en gros, de ce que j'en ai compris à travers notamment pour l'instant des corpus de dépêches de presse et d'articles de presse, l'enquête de terrain a commencé, on commence à interroger les responsables académiques à Aix-Marseille seulement là à la rentrée. Mais de ce que j'en ai compris, alternance politique à la tête de la municipalité d'Aix-Marseille, commande d'un audit sur l'état des écoles à Marseille. Cet audit est diffusé en mars 2021 de mémoire et il montre un état très critique de certaines écoles, notamment en matière de sécurité et de bâti. La municipalité déclare ne pas pouvoir prendre seule en charge l'ensemble de la rénovation de ces écoles et on appelle à l'aide de l'État. Le 3 ou 4 septembre 2021, Emmanuel Macron sera à Marseille et prononce un discours de politique éducative dans lequel il annonce que l'État va venir en soutien à la collectivité. Un organisme spécifique est créé pour gérer les fonds de plusieurs centaines de millions d'euros, si ma mémoire est bonne. Mais l'aide de l'État ne sera pas gratuite, elle sera conditionnée à la capacité des équipes pédagogiques en école à monter des projets innovants, à répondre à un appel à projet. Et si ces projets sont validés, ils auront des sous supplémentaires. Et bien sûr, il s'agit de projets dans lesquels on appelle les équipes à innover. Et dans ces innovations, il peut y avoir des innovations proprement pédagogiques, mais on voit aussi apparaître des innovations d'ordre plus organisationnel, comme par exemple la possibilité donnée, dans le cadre de ce dispositif expérimental, aux directeurs d'école de participer au recrutement non seulement des personnels enseignants, mais même de l'ensemble des personnels exerçant dans l'école,
au motif qu'on est en train de monter un projet d'innovation et il faut quand même qu'on s'assure que les personnes qu'on va recruter et affecter dans cette école adhèrent un minimum au projet d'innovation en route. Alors, quand vous prenez cette pièce du puzzle à part, peut-être que vous l'isolez des autres. Après tout, est-ce que le changement est si grave? On a une situation critique, on pourrait dire que c'est fortement lié à un contexte local. On pourrait rappeler que c'est à titre dérogatoire qu'on est dans un cadre proprement expérimental, qu'il n'est pas question de permettre demain aux directeurs d'école de participer au recrutement d'enseignants qui sont affectés dans leurs écoles. Évidemment que non. Le problème, c'est que quand vous liez cette pièce du puzzle à la deuxième que vous avez sous les yeux, qui renvoie aux évolutions sur le statut des directeurs d'école, donc je pense bien sûr à la loi RIAC et à ces décrets d'application qui se sont fait attendre et puis qui d'un coup, pour le principal d'entre eux, a été édicté le 14 août. Je ne sais pas ce que vous faisiez le 14 août, mais lui, le gouvernement, il édictait un décret particulièrement important. Et bien évidemment que ce qui se passe à Marseille, ça n'a pas tout à fait le même sens politique. Alors une nouvelle fois, si on prend la loi RIAC et ses décrets d'application, j'ai envie de dire isolément du reste. Qui serait contre l'idée aujourd'hui de faciliter un peu le travail des directeurs d'école? Alors, il y a sans doute plein de directeurs d'école parmi vous aujourd'hui et au SNUIPP. C'est pas moi de l'extérieur qui vais, je crois, devoir argumenter longtemps pour dire que, sauf quand on est déchargé à 100%, eh bien, quand on est directeur d'école, on fait au moins deux métiers à la fois, que c'est très difficile, que vos interlocuteurs ne comprennent pas forcément la position dans laquelle vous êtes. On a encore des parents qui pensent que les directeurs peuvent se séparer d'un enseignant qui pose problème à leurs yeux. Donc, ça a donné lieu quand même à beaucoup de remontées de la part des syndicats, des chercheurs et des professionnels de manière plus générale dans le débat public sur les grands problèmes suscités par cette fonction-là, sans oublier des éléments plus dramatiques que je ne vais pas rappeler, mais que nous avons tous en tête. Qui serait contre l'idée, alors j'ai parlé de la loi, pas du décret, de donner une autorité fonctionnelle aux directeurs d'école qui leur permettrait d'exercer des actes administratifs ou réglementaires sans forcément en référer directement à la hiérarchie de l'inspecteur ou de l'inspectrice de circonscription. Alors, vous avez noté comme moi qu'entre le décret et la loi, le terme fonctionnel a disparu. Et que dans le décret, c'est les personnels de direction ont autorité, de manière à la fois générale et floue, sur les personnels de l'établissement. Je pense qu'il y aurait d'ailleurs, entre parenthèses, une petite comparaison intéressante à faire avec le décret de 1988, le premier décret qui définit un peu le métier de direction dans l'enseignement secondaire, parce que je pense qu'on n'a pas procédé autrement. Enfin, faudrait vérifier. Puis, quand vous prenez cette pièce à part, est contre l'idée que, finalement, quand même, si on peut prendre des dispositions législatives et réglementaires qui permettent de faciliter un peu sur le plan administratif cette fonction, ce métier en devenir de directeur d'école, qui peut être contre ça? Ouais, mais quand on le lit aux écoles du futur, ça on en a déjà parlé, mais quand on le lit aussi aux évaluations, aux outils d'évaluation qui se développent, dans un contexte où on dit que les directeurs d'école sont responsables de l'animation pédagogique et de la conduite du projet pédagogique de l'établissement, donc ils sont définis comme des pilotes pédagogiques, comme les chefs d'établissement depuis au moins 2001, dans le secondaire. Quand se développent les outils d'évaluation standardisés des acquis des élèves, et qu'on communique de plus en plus sur ces outils-là, et qu'on attend que ces outils-là servent à mettre en place des remédiations par les enseignants. Et surtout, que se développent les évaluations du conseil d'évaluation de l'école. Donc les évaluations d'école, avec dans ces équipes d'évaluateurs externes, pas que des inspecteurs, parce que pour couvrir les 58 000 écoles publiques et privées sous contrat de France, on n'a pas assez d'inspecteurs. Donc il faut des directeurs d'école, il faut des conseillers pédagogiques de circonscription et des enseignants. Et qu'on fait donc des directeurs d'école les responsables du projet pédagogique et du pilotage pédagogique des écoles, on voit bien que ces dispositions-là changent complètement de sens. Et elles changent d'autant plus de sens, et c'est la dernière pièce du puzzle que j'évoquerai avec un peu plus de détails cet après-midi, quand par ailleurs se multiplient au niveau central national ce qu'on pourrait appeler des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt, AMI. Alors je pense à celui un peu plus ancien de l'innovation dans la forme scolaire, c'était 250 millions d'euros, je crois, c'est un fonds de 250 millions d'euros. Ou bien sûr, quelque chose dont vous avez sans doute entendu parler,
ce superbe acronyme, le projet NEFL, Notre école, faisons-la ensemble, dans le cadre du CNR, avec visiblement cette incitation très forte dans les académies, faite auprès des DAZEN et en répercussion auprès des IEN, pour qu'il y ait un maximum d'équipes qui répondent à ce type de projet, parce qu'il est hors de question que, je ne sais pas moi, l'Académie de Créteil propose moins de réponses à cet appel à projet que d'autres académies. Donc, et je vais arrêter là la présentation de ces puzzles, parce que là, c'est ces pièces du puzzle, parce que là, ce sont les plus directes, mais il y en a d'autres en arrière-fond qui peuvent être aussi potentiellement importantes. Je pense au développement des enseignants contractuels. Alors, c'est encore limité à un effet national dans le primaire en France, à peu près 1%, c'est beaucoup moins que dans le secondaire, mais il y a des territoires où ça devient déjà particulièrement aigu. Moi, je suis en poste à Lyon depuis la rentrée 2022, mais auparavant, j'étais 13 ans à l'université de Créteil, et donc je fais beaucoup d'enquêtes dans l'académie de Créteil sur la gestion des enseignants contractuels. On voit bien qu'à Créteil, les contractuels dans l'enseignement primaire, c'est une problématique majeure. Et à cela s'ajoutent des débats encore plus techniques qui ne se situent pas forcément à l'échelle des écoles primaires, qui renvoient par exemple à la fusion des corps d'inspection territoriale. Est-ce qu'on va fusionner les IEN et les IPR? Vieux serpent de mer. Mais si on les fusionne dans un cadre par ailleurs où on a un PPCR qui rationalise les évaluations individuelles d'enseignants et où on demande aux inspecteurs de faire de plus en plus d'évaluations d'école, est-ce que ça va pas, et où on a des directions d'école dans le primaire qui montent, est-ce que ça ne va pas éloigner les IEN du terrain? Est-ce que ça ne va pas remettre en cause le territoire de la circonscription? Et tout ça est d'autant plus le cas quand par ailleurs on a plusieurs réformes discrètes, techniques de la gouvernance académique et qui posent de plus en plus la question du devenir de ce territoire administratif, de cette circonscription administrative qui est la circonscription du premier degré. Alors voilà quelques exemples de puzzles. Je n'ai pas la prétention de toutes les rassembler parce que tout est lié en politique éducative, hein, bien évidemment. Mais on peut d'ores et déjà se demander, bon, quel paysage véritable toutes ces pièces du puzzle sont véritablement en train de dessiner. Alors, comme je vous ai dit, c'est une stratégie qui n'a prévu de dévoiler sa finalité politique qu'à la toute fin. Donc, même les chercheurs que nous sommes sont condamnés à la sommes condamnés à la prudence, et donc nous devons être un peu hypothétiques. Que serait ce nouveau paysage d'ensemble qui se dessinerait dans l'enseignement primaire? Alors, au regard de mes travaux passés sur l'évaluation, notamment l'évaluation d'établissements scolaires, on avait fait il y a quelques années avec Hélène Buisson-Féné une comparaison des modalités d'évaluation des établissements scolaires en France, en Angleterre, en Écosse et en Suisse, eh bien, on peut quand même, et au regard aussi de la littérature développée en sociologie et en sciences politiques sur d'autres secteurs que l'éducation, on peut quand même faire l'hypothèse qu'on est en train sérieusement de s'orienter vers un modèle d'organisation du système scolaire qu'on pourrait qualifier d'état évaluateur. Évaluateur de quoi? Évaluateur d'établissements beaucoup plus autonomes que par le passé. Alors, qu'est-ce qu'un état évaluateur? Il y a plusieurs définitions dans la littérature. Moi, j'ai été amené à en proposer une qui, je crois, insiste beaucoup plus sur les changements effectifs introduits par l'évaluation. Pour moi, un état évaluateur, c'est un état dans lequel la cohérence des politiques éducatives est garantie par l'évaluation, mais l'évaluation continue, codifiée et corrective. C'est trois adjectifs extrêmement importants pour pouvoir parler vraiment d'état évaluateur. Donc une évaluation continue, codifiée et corrective, de quoi? De l'atteinte d'objectifs communs et précis, pas des grandes déclarations comme on en lit parfois dans certains textes parlementaires, conduire un maximum d'élèves à la maîtrise des savoirs et des compétences fondamentaux attendus dans le cadre du socle, par exemple. Non, chiffré, précis, élaboré par l'État en concertation avec ses partenaires. Et ça, si jamais on arrive à cela, il faut savoir que c'est un mode de régulation du système scolaire qui est très différent de ce dont nous sommes habitués, qui existe déjà dans d'autres systèmes scolaires. Christian Marois, un spécialiste de ce sujet-là, parle par exemple de régulation post-bureaucratique pour désigner par exemple ce qui est mis en œuvre en Angleterre. Et bien évidemment, l'état évaluateur est souvent associé à des établissements très très autonomes et on sent, c'est pas nouveau, hein, la plateforme de la droite gouvernementale, depuis le feu RPR de la fin des années 90, insiste là-dessus.
il faut développer l'autonomie des établissements scolaires et en contrepartie, il faut augmenter le contrôle et l'évaluation de ces établissements. Et la littérature internationale montre qu'il y a plein de systèmes scolaires qui sont allés dans cette direction. Donc c'est vrai que l'hypothèse qu'on aille dans celle-ci est quand même assez probable dans le cas de la France. Par ailleurs, on a des travaux, par exemple, sur ce qui se passe en Angleterre, à la fois dans le champ universitaire ou dans le champ hospitalier, qui montrent que quand on a voulu en Angleterre arriver à un pilotage par les nombres, un pilotage par les chiffres, et donc nous, quand on a voulu mettre en place un état évaluateur qui évalue l'atteinte de ces objectifs chiffrés, ben, on n'a pas procédé autrement que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On commence par créer un outil d'évaluation. On dit qu'il est fait pour les professionnels. Et puis ensuite, on commence à définir des objectifs chiffrés pour atteindre, que cet outil d'évaluation doit permettre, dont cet outil d'évaluation doit permettre de mesurer l'atteinte. Et puis après, on commence à donner de l'argent, des fonds, à ceux qui réussissent un peu mieux. Et puis après, on propose que cet outil soit systématisé et qu'il devienne l'étalon de financement des structures concernées. Et là, vous vous trouvez dans une situation où ceux qui sont en général bien classés dans les évaluations sont assez d'accord. En Angleterre, il y a des arguments du type, bah oui, moi je gère très bien mon hôpital ou mon université, je ne vois pas pourquoi je recevrais une dotation moins élevée qu'une université qui a de moins bons résultats ou qui est moins bien gérée. Et donc, une fois qu'on arrive à introduire ce type de dissensus parmi les professionnels, on arrive à gouverner avec une coalition d'acteurs suffisante pour faire passer les changements qu'on souhaite. Ça, c'était le premier message. Ce puzzle est en route, il faut pouvoir le décrypter, il n'est pas facile de le contester, et il est fort probable qu'il nous emmène vers ce paysage institutionnel. Je dis probable parce que politique éducative dit lutte politique, dit force d'opposition, et donc ça va être le résultat d'une lutte politique. Et donc si demain, comme par le passé, ces velléités managériales de réforme ne passent pas, eh ben, écoutez, à ce moment-là, on ne verra pas arriver l'état évaluateur. Quels effets ce nouveau paysage dessiné par ce puzzle pourrait-il produire? Que nous dit la littérature scientifique en France sur les effets de ce qu'il faut bien appeler cette managérialisation, en ce moment rapide, forcée, des écoles primaires françaises? Les résultats ne sont pas, à mon sens, pleinement convergents. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a des travaux qui vous montrent que ce nouveau management public, ce qu'on a appelé le New Public Management, le NPM, là dans ma slide, produit évidemment de nombreux effets en cascade. Ça, c'est peu discutable. Donc il y a bien des effets. Par exemple, vous avez les travaux de Sylvain Brocolecki et Sandrine Garcia qui montrent assez bien que la mise en œuvre de ces réformes managériales se traduisent par une inflation de tâches bureaucratiques qui sont chronophages, notamment pour les personnels de direction, qui leur met une pression supplémentaire en termes d'évaluation et de responsabilisation, et que, bien évidemment, c'est source de souffrance au travail. Et si vous lisez le dernier ouvrage de Sandrine Garcia sur les démissions dans l'enseignement primaire, souvent, quand vous prenez les trajectoires des personnes qui démissionnent, elles rencontrent ces trajectoires, ces injonctions managériales qui sont source de souffrance au travail. Vous avez des travaux aussi très intéressants qui vous montrent que ces impulsions managériales mettent les professionnels dans ce que certains appellent des situations de contingence identitaire. Donc ce sont des situations où les personnes assument de ne pas être ce qu'elles supposent devoir être. Contingence identitaire. Donc vous êtes directrice d'école, vous avez une préconisation qui descend de l'IEN de circonscription via et du DAZEN et du recteur et du ministre, qui ne va pas forcément dans le bon sens. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes une directrice ou un directeur qui protégez vos équipes et qui va essayer de trouver 1000 façons d'adapter ou de neutraliser cette disposition, tout en sachant dans votre tête que quand même vous êtes directrice d'école et que, encore plus depuis la loi RIAC, vous avez la responsabilité du pilotage pédagogique de l'établissement et que peut-être vous devriez faire autrement? Ou est-ce que vous allez transmettre l'injonction bureaucratique de la hiérarchie parce que vous considérez que c'est le devoir d'un personnel de direction, mais en même temps, au fond de vous, c'est pas véritablement le personnel de direction que vous voulez être, et ça vous met donc dans cette situation de contingence identitaire. Bon, donc ce nouveau management public produit des effets, mais en même temps,
quand on essaye dans les travaux d'aller précisément sur ce que ça produit sur l'organisation même des écoles primaires et l'autonomie professionnelle des acteurs, les travaux sont en général plus nuancés. Par exemple, vous avez des travaux qui ont mis en évidence que les lettres de mission des inspecteurs de l'éducation nationale, un outil normalement important du développement de ce pilotage par les résultats et de cet état évaluateur, bah, souvent, en tout cas dans la première moitié des années 2000, étaient générales et peu opératoires. Vous avez des travaux également qui vous montrent que dans la mesure où la politique éducative du moment diffère de ce qu'une collègue appelle la politique éducative personnelle en leur fort intérieur des professionnels, eh ben, ceux-ci ont une palette de marge de manœuvre à leur disposition pour neutraliser, adapter, limiter la portée des réformes en cours. Et c'est vrai aussi pour les réformes d'ordre managérial. Donc, la question est encore ouverte de ce point de vue-là. Ça produit des effets. Est-ce que ça change pour autant fondamentalement l'organisation profonde, quotidienne, structurelle des écoles primaires vis-à-vis des parents, entre les élèves et les enseignants, dans l'équipe pédagogique, vis-à-vis de la hiérarchie, etc. Ça demande encore confirmation, d'une part parce qu'on n'a pas beaucoup de travaux sur l'enseignement primaire, et d'autre part parce que il laisse la question ouverte. Voilà, je vais m'arrêter là, je n'ai pas contrôlé le temps, j'espère qu'on a encore quelques minutes pour d'éventuelles questions et je vous remercie pour votre attention. Bien. Bon, merci beaucoup. Alors, nous disposons effectivement de quelques minutes, mais on va dire 5 minutes, hein. Donc, ne tardez pas, levez le doigt pour intervenir, réagir, questionner. En général, la première, là, il faut lancer la première, puis après. C'est vrai que ça fait peut-être une masse d'informations dans un temps court, mais en même temps, ça renvoie à des dispositions techniques que vous connaissez très bien. Oui, moi, je veux bien intervenir. Je ne sais pas si vous voyez. Je vous vois, oui, de profil et je vous entends. Euh, oui, je trouve que l'idée du puzzle, c'est très intéressant parce que, enfin, pour nous, syndicalement, parce qu'en fait, c'est vraiment à ça qu'on est confronté, c'est-à-dire arriver à replacer plein de petits dispositifs dans des évolutions d'ensemble, en fait. Et c'est vrai que c'est difficile en même temps, cette façon de faire par petites touches, parce que c'est ce qui fait qu'il y a de la collaboration aussi des collègues, enfin de nous tous. Parce qu'on peut trouver à chaque fois un petit truc positif pour chaque petit dispositif qui est mis en place. Et c'est difficile de dénoncer ce à quoi ça concourt, en fait, l'ensemble. Et après, j'ai une question, mais je pense, qui n'est pas forcément utile, à laquelle il n'est pas forcément utile de répondre, mais c'est toujours, je me le demande souvent, c'est est-ce que c'est gouverné par une intentionnalité? Qui détient cette intentionnalité? C'est-à-dire que à la fois, est-ce que c'est parce que ça fait longtemps que ces petites touches, elles s'ajoutent, en fait. Et c'est vrai que ça manque de délibération collective sur le dessin, quoi, Bien sûr. sur la finalité. Donc, est-ce que quelqu'un a vraiment ce dessin, cette finalité? Est-ce que les gens, il y a aussi des gens qui concourent malgré eux? Enfin, c'est. Voilà. Une Merci deuxième beaucoup. question peut-être, une Oui, bien sûr, réponse bien sûr. Ouais. à l'ensemble. Je vous remercie vraiment pour cette présentation parce que ça met des mots sur des choses qu'on pressentait ou enfin, sans être. Ce que vous disiez là, le fait que chaque petite pièce du puzzle, on peut lui opposer quelque chose de plutôt positif finalement. Des fois, on a même des collègues qui nous opposent des choses positives, on ne sait pas trop comment leur répondre parce qu'en effet, ce qu'ils disent, c'est pas totalement faux et on pressent bien qu'il y a un truc. Bon, bref, en tout cas, merci. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, toujours, hein, mais c'est comment. Enfin, Blanquer, on sait bien, lui, pourquoi il fait ça. Mais comment nos IEN, qui sont quand même des gens, pour la plupart d'entre eux, qui viennent du terrain, qui ont été en classe, enfin, j'imagine qu'ils voient bien qu'en fait, le projet, il n'est pas bon pour l'école et pour les enseignants. Je ne comprends pas comment est-ce qu'ils arrivent à emmener dans ce genre de projet des gens qui devraient pas, qui devraient pas. Enfin, j'ai du mal à comprendre. Ça me dépasse et c'est difficile du coup
on a tendance à répondre à ce genre de choses avec notre cœur un peu et à aller un peu trop dans l'émotion, alors qu'il faudrait être un peu pragmatique. Donc, des journées comme celle-là, c'est hyper important pour nous, notamment en tant que syndicalistes, parce que ça nous apporte des billes pour pouvoir argumenter auprès de nos collègues et notre hiérarchie parfois. Mais voilà, je ne comprends toujours pas comment est-ce que ça marche. Ah ouais. Bah oui, oui, oui. Alors, je vais commencer par la dernière question. Ah non, pardon, non, s'il y en a encore une, je la prends, hein. Une question. La phrase, ce sera la dernière, hein. Ouais, bonjour, je ne sais pas si on peut mettre ça aussi dans les pièces du puzzle, mais ouais, pardon, je ne sais pas si on peut mettre ça aussi dans les pièces du puzzle, mais la réforme de la RGPP et puis la façon de gérer au niveau des communes ou des intercommunalités les projets qui sont liés eh bien, à l'évolution de la ville, de la cité, et qui intègrent complètement l'école de façon transversale. C'est-à-dire qu'avant, si j'en ai bien compris la teneur, on avait, si jamais on construisait tant de kilomètres de route, eh ben, il y a eu une subvention qui était accordée pour tant de kilomètres, tant de, tant d'appartements, il y avait tant qui étaient distribués. Alors maintenant, ça fonctionne plus du tout de la même manière, c'est-à-dire que même au niveau de la territorialité, il y a quelque chose de transversal qui se met en place et qui tient en compte plein de partenaires, y compris l'école. Là, l'histoire de l'évaluation d'école avec les évaluations extérieures, avec les partenaires externes qui viennent évaluer aussi l'école, ça en fait partie aussi. Mais du coup, eux, ils ont une pression aussi, mais ça revient à tout ce que vous disiez, c'est-à-dire plus d'autonomie, mais plus de contrôle. C'est-à-dire que eux, ils ont besoin de nous avoir, nous aussi, comme établissement scolaire, dans leur projet politique pour pouvoir récupérer du pognon parce que ils ont besoin de vivre avec du pognon et que ce sont des commissions maintenant qui déterminent si leur projet il est viable, si leur projet il est intéressant et qui va donner des sous sans forcément répondre comme avant. Alors bon, il y a certainement des dérives, mais sans forcément répondre comme avant à quelque chose qui était très normalisé. Tant de kilomètres de route, tant de pognon. Voilà. Maintenant, il y a une attribution d'enveloppe budgétaire aussi pour les communautés, pour les collectivités territoriales qui dépend de tout un tas de partenaires, dont nous, ce qui fait que nous, ça nous renvoie aussi à la place, à notre place qui est plus tout à fait neutre dans l'univers politique. Merci. Ok, merci beaucoup hein, pour toutes ces questions et ce partage. Je commence donc par la fin. Dans votre dernière intervention, monsieur, il y a plusieurs éléments alors, sur lesquels je voudrais rebondir. Vous avez employé le mot RGPP, hein, donc Révision générale des politiques publiques. Euh, ce management s'est longtemps inscrit en France dans un contexte de réduction, on appelle ça rationalisation, mais derrière rationalisation, c'est souvent réduction ou maîtrise en tout cas des dépenses publiques, c'est clair. Mais la grande différence, je trouve, avec, on va dire, l'ère macronienne, c'est que là, aujourd'hui, on agite les financements. C'est-à-dire que la grande différence entre le New Public Management à la Macron, Public Management à la Sarkozy et même à la gauche socialiste par le passé, c'est qu'avant ce New Public Management, un, il était fondé sur une volonté de maîtrise des dépenses publiques, et deux, il était essentiellement tourné vers l'État et la rationalisation de l'action de l'État. Dans le volet Macron, un, il y a les financements, et donc là, on agite les financements, et c'est une source d'incitation supplémentaire. Et là, je commence à répondre un peu à la question 2, pourquoi les IEN y vont. Bah, c'est aussi parce qu'il y a des sous. Il y a des sous, et qu'en ce moment, en plus, en tout cas la première année, il y a plein de projets qui ont été validés. C'était pas très difficile quand vous étiez dans la première vague d'avoir des sous, parce qu'il y en avait beaucoup, que les critères étaient flous, et que l'enjeu politique était de faire rentrer les gens dans cette démarche-là. Donc il y a plein de projets qui ont été validés. Et la deuxième différence, c'est que ce nouveau management public est moins tourné vers la rationalisation de l'État que vers la mise en concurrence libérale, pour le coup, des unités du système entre elles, et là, des écoles primaires entre elles. Et à Marseille, dans tel arrondissement pauvre du centre-ville, vous avez deux écoles qui accueillent sensiblement la même population scolaire sur le plan sociologique, et il y en a une qui a 40 000 euros de plus de budget parce qu'elle a répondu à l'appel d'offres. Voilà. Et donc, on met en concurrence les établissements pour répondre à cet appel à projet. Bien sûr, si vous le dites comme ça, tout le monde va vous dire que c'est pas ce qu'on fait, qu'on veut valoriser les initiatives locales, qu'on veut débloquer, qu'on veut ouvrir, etc. Mais de fait, que va-t-il se passer, un, quand les financements vont être plus limités, et deux, quand le nombre de réponses va être beaucoup plus important. Donc,
Donc la grande différence avec les RGPP, pour moi, elle est là. Par contre, je vous rejoins complètement sur la territorialité de ces enjeux-là. Et d'ailleurs, on voit bien les dernières interventions, les dernières velléités présidentielles de pouvoir conditionner, par exemple, l'aide accordée à la rénovation des bâtiments de certaines écoles, par la priorité qui pourrait être donnée au moment de décider du financement de la rénovation de certaines écoles, aux écoles qui ont déjà déposé des projets CNR. Donc là, on veut s'appuyer sur cet outil pour engranger encore plus d'enrôlement dans cette logique managériale. Après, pourquoi les IEN y vont? Bon, déjà, mon propos là est critique, mais il ne faut pas oublier, et j'ai des collègues dans le projet qui me le rappellent souvent, que ces outils offrent aussi de nouvelles marges de coordination aux professionnels à différents niveaux. Donc c'est ce qui peut intéresser parfois les IEN au moment d'essayer d'impulser des changements dans leur circonscription, au moment d'essayer de s'entourer de bonne volonté, au moment d'inviter telle direction d'école à changer son projet d'école ou à rentrer dans le dispositif phare, à alimenter telle constellation, à enfin avoir un projet d'école un peu plus inclusif, etc. Et ben, ces outils-là, parfois, donnent des billes. Et d'autant plus quand il y a des budgets à la clé. Mais travaillez sur votre projet d'auto-évaluation. Soyez volontaire pour que le CE vienne vous évaluer. Ça vous aidera ensuite à définir votre projet d'école et à répondre au projet, à notre école faisons-la ensemble et avoir des sous pour faire ce que vous voulez faire. Ça, c'est une première partie de la réponse sur les IEN. La deuxième partie, qui est tirée des premiers entretiens exploratoires qu'on a fait cette année, c'est que les IEN, ben, comme beaucoup d'autres professionnels aujourd'hui, ils sont sous l'eau. Ils ont énormément de choses à faire. Ils ont énormément de consignes qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent. Et ça peut conduire aussi, dans ces cas-là, il faudra le vérifier, à une forme d'aliénation au travail. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est un autre à soi-même dans ses propres fonctions. Euh, pour vous donner un exemple de ça, je vais vous prendre une métaphore qu'a employée une IEN en entretien que j'ai fait là, il y a quelques mois. Elle me dit, moi aujourd'hui, j'ai l'impression de faire du Tetris. Vous connaissez ce jeu, la vidéo, où vous avez des briques qui descendent de formes différentes. Vous devez les assembler pour faire des lignes. Et quand vous faites une ligne, la ligne, elle disparaît. Et le but, c'est de rester en bas, de faire le plus de lignes possible et de surtout pas accumuler des assemblages qui seraient malvenus pour atteindre le plafond. Et là, la game over, la partie est finie. Eh bien, cette personne-là a employé cette métaphore-là pour désigner les prescriptions politiques qui descendent, toujours de plus en plus nombreuses. Alors, c'est le harcèlement, c'est l'éducation à la sexualité, c'est etc., etc. Donc, tout ça, ça descend. Le savoir nager, enfin bon, bref, vous connaissez tout ça mieux que moi. Et donc, ils sont dans une telle situation d'urgence parce qu'on vous gouverne de plus en plus vite. Ça sera l'objet de mon prochain bouquin là, qui paraîtra en janvier et février sur la fabrique des politiques d'éducation. On gouverne de plus en plus vite. Et donc, ils ont une pression hiérarchique. Et donc, ils font du Tetris, ils essayent d'agencer les blocs qui leur viennent de manière à ne pas être débordés. Et donc là, il y a le bloc nef, il y a le bloc évaluation, il y a le bloc, ah oui, projet d'école, on va essayer de mettre tout ça ensemble pour que ça soit une bonne boucle vertueuse auprès des équipes, et on va le vendre comme ça, d'autant plus s'il y a des financements à la clé. Après, sur la première réaction, vous avez raison, c'est très difficile. Il faut être vigilant sur chaque étape de ce processus-là. J'espère que l'ouvrage apparaît pourra donner une première vision d'ensemble sur laquelle on peut s'appuyer pour dire oui, mais quand même, il y a des chercheurs qui montrent que, vous dites pas ça, mais il y a des chercheurs qui montrent que quand même. Et puis, est-ce qu'il y a une intentionnalité politique? Alors, moi, ma perspective d'analyse m'amène souvent à analyser des processus. Et dans les processus, au bout d'un moment, on a affaire à des processus non planifiés, c'est-à-dire qu'il y a une logique processuelle qui s'enchaîne elle-même, et on a des acteurs qui sont plus ou moins intentionnels là-dessus. Par contre, je maintiens qu'on a des visions politiques et je suis convaincu, sans l'avoir interrogé sur cette question-là, qu'un ministre comme Jean-Michel Blanquer avait cette vision d'ensemble. C'est un journaliste, Luc Sedel, qui m'avait rappelé ça. La conclusion de la thèse d'État en droit public, en droit constitutionnel de Jean-Michel Blanquer, elle s'appelle incrémentalisme et holisme. Donc c'est quelqu'un qui savait que par une succession de petites touches, mais tout en gardant le paysage d'ensemble, vision holiste, on pouvait introduire beaucoup de changements. Donc je pense que lui et son équipe avaient cette vision-là. Est-ce que d'autres l'ont? Ça, je ne peux pas vous dire. Bien. Merci beaucoup, Xavier Ponce, pour cette intervention dans notre colloque. Merci à vous. Merci beaucoup et au plaisir d'échanger d'une manière ou d'une autre par la suite. Voilà, ça aurait mérité plus de temps, mais on doit laisser la place à la suite. Encore une Bien fois, sûr. merci.
Bien sûr. Bonne fin de journée. Au revoir.